Asdira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Merci pour vos commentaires, merci pour vos conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce, rapidement bien sûr. Cette séquence vidéo se penche sur une certaine découverte du Maroc, un Maroc nouveau, mais à travers une certaine restauration intégrale du Sahara marocain, tant occidental qu'oriental, et qui requiert un certain plan académique, une véritable mobilisation de toutes les compétences. C'est l'une des idées que défend un historien qui nous rappelle les principaux jalons historiques ayant conduit à la situation actuelle, une situation issue d'une certaine histoire, mise et combien de fois remise à l'endroit. Et ce texte de l'historien Mohamed Qabli, c'est de lui qu'il s'agit, qui vous est narré à travers la présente séquence et qui se voudrait une tentative de mise au point, de remise au point, ou plutôt une remise ou une mise à jour de l'histoire, cette histoire de ce grand empire ancestral, et qui est bien évidemment mise en évidence, mais cette fois-ci à l'endroit. Et il a, Mohamed Qabli, a pour objet d'appréhender une certaine question qu'il convient de redresser au préalable, légitimement, puisqu'il s'agit du Sahara marocain dans sa globalité et qu'on a appris l'habitude de ramener à cet espace uniquement à son aile occidentale. Mais non, mais non. L'on sait cependant que toute la partie orientale également fut annexée au département entre guillemets français peu après l'occupation de ce qui est appelé aujourd'hui l'Algérie. On sait également que cette annexion trouve son origine profonde dans l'appui accordé par Moulay Abdelrahman lui-même, qui est ce sultan du Maroc, à la résistance algérienne, et qu'une telle politique d'annexion sera mise en œuvre dès le printemps de l'année 1845, et ce, en vertu d'un certain traité dit de l'El-Lamrnia, lequel traité fut imposé au dit sultan qui est Moulay Abdelrahman par suite de sa défaite dans la fameuse bataille d'Isly au cours de l'été 1844. Le Sahara marocain, il faut l'entendre, tant occidental qu'oriental. Lorsqu'on s'exprime d'un Sahara marocain, eh bien, il faut prendre tout cet ensemble de l'actuel occidental et également cet oriental, car l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc avait entrepris, au cours de la décennie écoulée, de publier une série de travaux s'appuyant sur des archives consignées
par différents acteurs de l'époque. Partant de ce constat, ce qui devait aboutir à la publication de plusieurs ouvrages affectés, l'un aux archives qu'on appelle entre guillemets merzéniennes, l'autre aux archives britanniques, un troisième aux archives françaises et un dernier aux archives espagnoles. Et les titres, tous les titres de ces publications sont formulés respectivement comme suit: واحات التخوم وحدود المغرب الشرقية entre 1800 et 1903, les Britanniques, Moroccan Confines, Houses and Eastern Borders, 1882 à 1903, les oasis orientales et espaces frontaliers entre l'Algérie occupée et le Maroc, de 1955 à 1961, archives françaises, et enfin, et los enclaves marruecos et ocupados por España à partir de la documentation espagnole. Or, malgré leur caractère jugé attractif de toutes ces archives et tous ces textes, bien que diffusés assez largement et communiqués à qui l'on a estimé devoir le faire, ne semble pas avoir suscité la moindre réaction de la part ni de la presse en général, ni de l'ensemble des parties concernées. Rien du tout. Et lorsqu'on a fini, tout récemment, par déclarer récupérable le Sahara oriental, nulle mention non plus n'a jamais été faite de ces travaux consacrés par ricochet. C'est l'évidence même à une telle réclamation avant même qu'elle ne fût annoncée au grand jour. Mieux encore, d'aucuns ont été jusqu'à tenir des propos par suite de cette annonce, faisant fi, comme si de rien n'était, sans le moindre souci d'éthique, de cet apport, en ignorant carrément l'existence de ces archives. On ne lit pas tout. Et pour clore les dits propos, on n'hésita pas à inviter quiconque intéressé par le projet, sans plus de précision, à se présenter pour prendre connaissance des multiples documents d'archives déclarés susceptibles apparemment de tout bouleverser de fond en comble. Ce qui veut dire remettre l'histoire à l'endroit. La restauration intégrale du Sahara requiert, au plan académique proprement dit, une véritable mobilisation de toutes les compétences, où qu'elles soient. Cela étant, on peut dire, loin de toute prétention ou de vaines propositions inconséquentes, que la restauration intégrale du Sahara requiert bel et bien, au plan académique, une véritable mobilisation des compétences, quitte à le répéter autant de fois qu'il le faut. Une mobilisation de ces compétences destinée tout simplement à réunir le maximum de documents et d'études circonstanciées corroborant la légitimité de toute cette entreprise. Mais en attendant une telle démarche, l'on se bornera ici à s'appuyer sur des faits, rien que des faits disponibles, mais remontant à l'époque d'un certain Moyen Âge et au-delà, pourquoi pas. Non envisagé auparavant, une telle approche pourrait permettre, entre autres éléments, de dégager des fondements de solidarité existants depuis des siècles entre l'espace libéré du Sahara et cette fameuse partie spoliée, encore soumise en fait à un statut la condamnant
on le craint à être perçu parfois comme une simple monnaie d'échange. Mais partons tout de même de cette évidence qui rappelle avec raison que tout le Sahara est d'abord un désert. Tout le Sahara, quel qu'il soit, est un désert. Et de ce fait, le Sahara qui nous occupe ici, celui qui revient au Maroc, ne peut que partager les mêmes traits fondateurs de cet espace. Or, chers amis, il se trouve que l'un de ces traits implique que le Sahara recèle, où qu'il soit, une nette aversion pour le démembrement, le couper en tranches en tant que tel, surtout si le tracé est le fait d'émixtions, de partage, de chantage ou d'ingérence étrangère, ce qui est le cas ici, bien sûr. Une telle attitude témoigne en fait d'un très fort attachement à ce qui est appelé la liberté de mouvement et de la part de ses habitants. Le plus étrange est que ce culte allait amener cet espace, peut-être un peu malgré lui, à se comporter en un lieu ouvert. C'est normal, c'est le désert, partant non hostile, bien au contraire, au rapport de communication et de temps de caravanes et de passagers qui passaient par là, et bien par ce désert. Et il n'aura donc pas à se détourner ni de l'accueil hospitalier et parfois même inhospitalier, ni de l'échange commercial. Par ailleurs, ce même comportement aura trouvé pendant, semble-t-il, dans le bloc de ce qui est appelé le Maghreb voisin, lequel s'est toujours comporté comme un espace particulièrement jaloux de sa souveraineté et tenant malgré l'éparpillement au principe de solidarité en cas d'attaque ou d'invasion surtout. Si bien que les affinités structurelles existant entre ces deux entités limitrophes auront fini par générer un même cheminement, n'excluant de la part des deux côtés ni le culte de l'autonomie, ni l'ouverture, tant vis-à-vis de l'un et de l'autre que par rapport aux espaces lointains situés dans le sud, en Afrique subsaharienne, aussi bien que dans le nord, en Europe de l'Ouest, par-delà le détroit de Gibraltar, par exemple. Et c'est précisément cette tendance à aller spontanément vers l'autre qui aura valu à cet espace global désertique d'être l'objet de tant de convoitises périodiques, tant au cours de l'Antiquité qu'à travers le Moyen Âge. Toutes ces convoitises auront donné lieu à de multiples tentatives d'occupation à partir tantôt du nord, tantôt de l'est, faisant ainsi se succéder des Phéniciens, des Vikings et des Romains avant que vienne le tour des Byzantins et des Arabes. Il faut dire que tous ces nouveaux venus sur ce territoire, ce vaste territoire, avaient pour stratégie récurrente de commencer par s'emparer prudemment, ça et là, d'une base d'installation avant d'essayer de s'étendre un peu partout. Et c'est toujours grâce à la solidarité de cet espace ajouté à la pugnacité de l'homme qu'on finissait tôt ou tard par leur faire changer de perspective et peut-être de temps en autre d'opinion, mais certainement pas d'avis. Ceci dit, il est à noter que contrairement au scénario ainsi décrit précédemment de ce même espace, tout en cultivant ses rivalités communautaires,
allait se comporter différemment à compter du milieu du Moyen Âge, avec les potentialités locales se proposant de le soumettre à une seule autorité centrale. D'autre part, il n'est peut-être pas indifférent de relever que la première de ces potentialités à s'ériger en novateur, en l'occurrence est saharienne elle-même, et qu'elle sera par la suite imitée par les montagnards, almohades, suivis à leur tour par les semi-nomades, ce qu'on appelle les mérinides. Et une fois achevée cette épopée, on vit réapparaître de nouvelles tentatives d'occupation en provenance soit de l'Est, là aussi, soit du Nord, à partir dans un cas d'Anatolie, dans l'autre du Portugal, alors que l'Andalousie musulmane, elle, était encore en survie, que la Castille se tenait prête à lui donner le coup de grâce, et que le rapport de force, par conséquent, avait d'ores et déjà penché du côté de l'autre vive, pour ne pas dire l'autre rive. Au cours de ce très long processus, quelle a été la situation de l'espace saharien, et notamment du Sahara particulier qui nous occupe aujourd'hui. À ce propos, l'on note par rapport aux épisodes précédents l'arrivée des Arabes au Maghreb. Il n'existe pratiquement pas de traces de la totalité de cet ensemble désertique. Il aura fallu attendre le IXe siècle et l'installation éphémère du gouvernement idrisside au nord du Maroc actuel pour voir apparaître en marge de l'intérêt officiel manifesté pour le Souss des échos du Sahara. On entend des échos du Sahara. Des balbutiements aussi faibles du même espace allaient réapparaître un siècle plus tard avec l'arrivée à Sid Jilmassa dans le sud-est du Fatimide nommé Ubayd Allah al-Mahdi. Après quoi, ce fut le grand silence, et ce jusqu'à l'avènement vers le milieu du XIe siècle du mouvement saharien almoravide. À ce propos, il a été établi que ce même mouvement avait pris le départ du côté des confins mauritano-sénégalais pour ne pas s'arrêter qu'à l'emplacement de ce même bourg qui allait donner lieu au Maghreb central, à l'actuelle cité, une cité d'Alger. Chemin faisant, il avait pu introduire, une fois dans le Nord, un type de gouvernement appelé Makhzen, vous entendez bien, qui était alors inédit, du moins dans cette partie occidentale du Maghreb. Et ce gouvernement sera doté sur le champ d'un siège créé de toutes pièces qu'on baptisa du nom de Marrakech. De même qu'il aura pour foyer central un pays perçu et traité jusqu'alors comme un simple agglomérat de provinces, mais qui devient, grâce au nouveau maître, ce même El Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire le Maghreb de l'extrême. Maghreb al-Aqsa, pérennisé jusqu'à ce jour sous le même nom. Il s'ensuit que ce territoire, appelé Marruecos en Espagne et Maroc en France, est un pays qui fut positivement créé par le Sahara, attenant à son espace et non l'inverse. Et de quand date cette appellation qu'on abrège aujourd'hui sous la forme d'El Maghrib? Rien ne permet d'avancer une date historiquement vérifiable. Cependant, l'on sait que cette appellation
d'El Maghrib n'allait recevoir la consécration de l'écriture qu'assez tard, vers le milieu du XIIe siècle. À croire qu'il lui aura fallu près d'un siècle d'acclimatation pour pouvoir accéder au statut officiel, ou du moins didactique, puisque le géographe El-Idrissi, qui en aura été le divulgateur par excellence, en multipliant la mention dans sa célèbre Nuzhat el-Mushtaq. Cela étant, il importe de signaler que ce domaine, dans l'esprit des fondateurs, était conçu pour s'étendre jusqu'au milieu du Maghreb central, étant donné qu'il s'agissait là, comme là-bas, de Dar el-Islam, la maison de l'islam, que toute notion de frontière au sens strict était de ce fait inadmissible, aucune frontière. D'autant que les conquérants se présentaient par-dessus tout, au surplus, comme de fervents fidèles, entre guillemets, orthodoxes, ayant pour mission d'unir à la fois coreligionnaires et entités territoriales. La même approche paraît avoir influencé la démarche, devenue de loin plus ambitieuse chez les successeurs almohades. Puisque les premiers califes de cette dynastie parvinrent au cours du XIIe siècle, et pour la première fois, en tout cas, à unir le Maghreb de bout en bout et le Grand Sahara dans son ensemble. Quant aux premiers Mérinides, ils réussirent, dès avant l'expiration du siècle suivant, à sauvegarder l'héritage, qui sera perturbé par la suite, vers la fin du XIVe siècle, pour finir par décliner un siècle plus tard. Après quoi, ce fut la voie ouverte aux conquérants en provenance à la fois d'Ibérie, on l'a vu, et de Turquie. Compte tenu de toutes ces tentatives d'unification réalisées à partir du Maghreb extrême, on peut légitimement s'interroger sur le comportement de cette partie du Maghreb vis-à-vis des contrées soumises. Dès lors, y a-t-il eu subjugation ou mainmise systématique, ou plutôt coexistence plus ou moins acceptée par l'ensemble des habitations? Se posait une question. Et la notion de frontière au niveau de l'habitat était principalement à caractère humain et n'implique pas toujours un tracé infranchissable sur le terrain. Pas du tout. Quelle que soit la réponse à retenir, pour les uns comme pour les autres, une telle question requiert que soit définie, tout d'abord, la notion d'appartenance ou d'identité collective au sein de ce Maghreb à cette époque. Or, il se trouve que cette identité y était d'abord territoriale et qu'elle était en même temps incarnée non pas par la communauté plurielle au sens large, mais seulement par la communauté ethnique limitée à la tribu ou étendue à la Azabiya, qui était en fait une confédération tribale. Autrement dit, la notion de frontière au niveau de l'habitat était principalement à caractère humain, tout simplement, et n'implique pas toujours un tracé infranchissable sur le terrain lui-même. De là, cette option quasi constante pour le pouvoir de privilégier l'association tout en se présentant comme un système absolu. Outre qu'il confiait un peu partout la gestion à des partisans de confiance,
Il pouvait aussi recourir à une sorte de délégation visant à intégrer une certaine oligarchie locale et les hommes de religion surtout. Mieux encore, mieux encore, on sait que le système myrinide était relativement plus ouvert que l'almohade ou même l'almoravide et qu'il a pu s'accommoder sur le tard, en fin de compte, de cette rivalité agaçante de l'Iméra de Tlemcen. De même, de même qu'il a su tirer profit de la collaboration des principautés mises sous sa coupe, et il est vrai de Constantine et de Bougie Béjaïa actuelle, tout en tenant en respect les potentats du Djirid installés dans le désert à l'autre bout de l'Afrique du Nord. Tant et si bien que le domaine qui revenait en propre au Maghreb extrême n'aura jamais été confondu avec l'immense pays conquis et qu'en tant que centre d'autorité, il ne paraît pas avoir jamais cherché, d'après les faits, à aliéner l'espace qui revenait à chacune des différentes provinces alentour. À titre juste d'illustration, il suffira de faire état de la description bien esquissée par le grand Ibn Khaldoun, témoin particulièrement averti que l'on sait à la fois fin diplomate et historien de premier ordre. Et dans cette description témoin, l'auteur Ibn Khaldoun s'applique alors que le Maroc comptait encore comme puissance redoutable sur l'échiquier maghrébin, à définir l'espace d'El Maghreb al-Aqsa, Sahara compris, bien entendu, avant de passer au reste du Maghreb, l'ensemble du Maghreb. Et voici quelques passages, juste quelques passages de son texte qui sont reproduits en lecture ici, tel qu'il a été traduit et transcrit, sauf nécessité d'éclaircissement, par le baron de Slan. Disons ceci, traduisons plutôt ceci, on voit par ce qui précède que le Maghreb al-Aqsa forme, pour ainsi dire, une île, un pays détaché de tout autre, et qu'il est entouré de mers et de montagnes. Ce pays a maintenant pour capitale la ville de Fès, demeure des rois, maison des rois. Il est traversé par Rabia, grand fleuve qui déborde tellement dans la saison des pluies qu'on ne saurait traverser. Encore une frontière infranchissable ou franchissable selon les saisons. Il prend sa source, ce fleuve, dans le Derem, d'où il jaillit par une grande ouverture, traverse la plaine du Maghreb et se jette dans l'océan auprès d'Ezmour. Ça dit tout. Le lieu défini clair. La même chaîne de montagnes donne naissance à un autre fleuve qui coule vers le sud-est et passe auprès des villes de Dera. Et cette région abonde en dattier. Elle est la seule à produire ce qu'on appelle l'indigo. Les villes, ou plutôt bourgades, dont nous venons de faire mention ici, possèdent des plantations de dattier et s'élèvent de l'autre côté du Dérin, au pied de la montagne. Le fleuve, appelé Dera, passe auprès de Bourgade et va se perdre dans les sables, au sud-est de Sousse. Le Mlouia, une des limites du Maghreb al-Aqsa, est un grand fleuve qui prend sa source dans les montagnes au midi de Teza et va se jeter dans la mer Romane, la Méditerranée. De la montagne qui donne naissance au Mlouia sort un autre grand fleuve, appelé encore aujourd'hui le Guir, qui se dirige vers le midi en dérivant un peu vers l'Orient. Après avoir coupé l'herbe
et traversé successivement Bouddha et Tamentit. Il se perd dans les sables auprès de quelques autres bourgades entourées de palmiers à un endroit nommé Regen. Derrière l'arrêt et à l'orient de Bouddha se trouvent les bourgades de Tessabit, Qsor, qui font partie de ceux du Sahara. Au nord-est de Tessabit sont les bourgades de Tigurarin, dont on compte plus de 300. Elles couronnent les bords d'une rivière qui coule de l'ouest à l'est. Toutes ces localités renferment des peuplades appartenant à différentes tribus zénatiennes. Fermons les guillemets et fin de cette citation, de ces phrases, de ce contenu d'Ibn Khaldoun. Et suite immédiatement une autre description du Maghreb central. Et l'on aura sans doute remarqué qu'Ibn Khaldoun s'attarde dans son texte qui vous a été lu ici sur la seule partie jouxtant les terres de l'Est, au point que l'on se demande s'il s'agit là d'un simple fait du hasard, mais pas du tout, surtout lorsqu'on sait que l'auteur Ibn Khaldoun avait séjourné des deux côtés de cet espace et qu'il n'est pas impossible qu'il ait pu y constater des signes de conflit déjà en œuvre. Quoi qu'il en soit, l'on retiendra surtout que ce texte fut rédigé avant la fin du XIVe siècle et qu'il témoigne positivement de l'existence au sein d'El Maghrib al-Aqsa d'une vie animée en plein Sahara oriental. Et l'on note d'autre part que le même constat demeure valable jusqu'au début du XVIe siècle, c'est-à-dire un peu après l'installation des Turcs en Tunisie actuelle et également au Maghreb central, dénommé aujourd'hui Algérie. Car il existe un témoignage probant, indiscutable à cet égard, qu'on doit à un certain Léon l'Africain, lequel fut non seulement un témoin assez proche des émirs ouattacides, mais surtout un voyageur sillonnant le terrain et parfaitement connaisseur des faits, au fait, de la complexité de ce contexte. Et c'est en tant qu'observateur neutre, installé loin du Maroc, qu'il certifie sans la moindre ambiguïté que des tribus, son domaine des Ottomans, venaient rendre régulièrement hommage aux souverains de Fès. Et pour le reste, il se contente de renvoyer tout aussi explicitement au témoignage d'Ibn Khaldoun. Et plus d'un siècle et demi plus tard, et suite aux plusieurs incursions turques effectuées à l'intérieur de leurs terres, quelques-unes de ces tribus d'obédience firent appel à Moulay Ismaïl, roi du Maroc, lequel crut devoir répliquer en s'enfonçant de son côté dans le domaine des Ottomans. Accueilli par une armée mieux outillée apparemment que la sienne, Moulay Ismaïl dut subir une défaite cuisante aux environs du Jbel Ammour et fut réduit par conséquent à accepter les conditions du traité de 1680, lequel faisait de l'Oued Tefna une frontière immuable entre le beylicat d'Alger et le royaume du Maroc. Et c'est ainsi que fut inauguré ce processus d'annexion qui sera repris et perfectionné par les stratagèmes de la colonisation française. Et voici, chers amis, c'est ici, sur cette remise au point, ce qui est dit ici, la restauration
de cette histoire remise à l'endroit. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette, cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma'as salama.